Wixkina, ici Alexandre Nucado, accompagné de mon collègue André Dudomaine. Fait qu'on va faire un petit épisode pour le retour sur le festival. Fait que, André, si tu peux commencer avec, je te donne la parole en fait. Alors, me voici avec le ballon. D'abord, Gwegwe, Wachia, bonjour à tous. Alors, oui, ça s'est bien passé, on est bien content de la 32e, oula, ça ne nous rajeunit pas, 32e édition du Festival international Présence autochtone. C'est achevé jeudi dernier. On a eu une belle projection à la Grande Bibliothèque. Et magnifique, on avait Alanis qui était là pour présenter Upstairs with David Amram. Alors, David Amram est un musicien, performeur, compositeur, chef d'orchestre américain, très connu aussi bien, il est très versatile, hein, il est connu aussi bien dans le monde du jazz que dans l'univers de la musique classique. Alors, ça a été avec Alanis qui a, avant d'être cinéaste, Alanis était une militante culturelle, comme nous, hein, comme on dit, des warriors. C'était une guerrière culturelle, comme on dit des warriors culturels. Et elle, donc, s'est retrouvée souvent à organiser des prestations de différents artistes autochtones dans les festivals, notamment le Mariposa Festival aux États-Unis. Et ça l'a mis en contact avec plein de monde. Hein. On voit même une photo où on voit Mohamed Ali, où on voit Buffy Sainte-Marie, où on voit Marlon Brando dans le décor de ces moments exceptionnels et qui sont évoqués avec le fameux David Amram. Alors, ça nous rappelle tout le courant des années 60, courant contre-culturel, qui a été extrêmement important dans ce qu'on vit aujourd'hui, parce que beaucoup de choses notamment les progrès qui sont parfois remis en cause au niveau du mouvement des femmes, au niveau des droits autochtones, au niveau de l'écologie. Le premier élan est venu justement de ce vaste courant mondial. Au Québec, ça a donné ce qu'on appelle la Révolution tranquille, mais c'était vraiment la planète qui était en ébullition pour moderniser, regarder les choses autrement. Il y avait un vaste mouvement progressiste et qui nous fait peut-être un peu défaut aujourd'hui. Alors, c'est intéressant de s'y replonger en clôture grâce à la grande cinéaste de nos nations, Alanis. Alors, ça, beau moment. Et puis, je sais que là, on compte sur moi aujourd'hui pour remercier tout un chacun. Alors, bien sûr, on est très content des appuis qu'on a du côté du privé, parce que sont très sollicités par différents événements, festivals, organisations de bienfaisance culturelle, sociale ou autre. Et donc, c'est toujours une grande marque de confiance quand on a des gens comme ceux de Québécois hein, qui présentent le festival, qui sont notre commanditaire majeur. Alors, ça, vraiment, on salue la grande entreprise québécoise de Monsieur Pellado, Monsieur Pellado, père et fils, hein, puisque c'est Pierre-Carl maintenant qui a repris la barre. Et on est très fiers justement d'être associés à quelque chose de très large qui touche l'ensemble de la population. Et même chose pour Vans. Alors là, c'est une surprise cette année puisque Vans nous est arrivé avec une rampe de skateboard pour initier des jeunes autochtones
à la pratique de cette activité à la fois sportive et même parfois acrobatique. Alors, ça a été intéressant et puis ça a, par extension, donné lieu aussi à une conversation avec Naomi Glasses, qui est une fameuse sur TikTok, où elle a des dizaines de milliers de gens qui la suivent, où on la voit faire des glissades sur la planche à roulettes dans les canyons de l'Arizona. Alors, Naomi Glasses est venue et a participé avec une collègue à toi, Alexandre, Ottawa, Andrea Ottawa, voilà. Je savais qu'elle avait un beau prénom, Andrea Ottawa, et qui, les deux ont parlé de justement comment le skate pouvait devenir être un instrument de développement communautaire, particulièrement pour les jeunes. Et donc, c'est intéressant. La Maison du développement durable, qui est un partenaire du festival cette année, avec une exposition, on voit parallèle qu'on avait devant, et deux conversations qu'on a eues, donc celle que je viens de mentionner sur le roulis-roulant qui nous amène vers une meilleure prise en charge de la santé des jeunes en communauté, et aussi toujours dans le développement communautaire, la question d'avoir des prestations artistiques en communauté. C'est dans les villes maintenant, c'est tout récent. Maintenant, partout, les gens veulent avoir leur artistes autochtones en résidence ou en exposition, en performance, et ça crée évidemment une floraison importante d'œuvres qui sont présentées pratiquement toujours dans les villes. Et dans les communautés, il y a pas mal de gens qui sont intéressés ou qui seraient intéressés, et on comprend en tout premier chef à voir toutes ces créations, mais souvent, elles n'y arrivent pas. Puis il y a bien des communautés aussi éloignées où Internet même est un peu compliqué à cause de la connexion, nonobstant les belles promesses qu'on fait. Bravo, oui, on est bien content d'entendre les belles promesses électorales, mais on aimerait bien parfois qu'elles se concrétisent. Et donc, ce qui fait que même ce qui est diffusé par Internet n'est pas toujours très accessible dans plusieurs communautés. Alors, donc, on a eu une réflexion sur la tournée en communauté avec des gens des troupes autochtones Menouen, Takwan et Ondinok, et avec un représentant de l'OSM, qui a Orchestre symphonique de Montréal, qui a organisé une tournée nordique de l'opéra de Chakapèche. Donc, ça va être une version réduite de l'orchestre symphonique, faire voyager 15 musiciens, plus conteurs, chanteurs, dans des communautés où souvent il n'y a même pas d'aréna ou de gymnase. C'était un grand défi. Et donc, une conversation qui permettait de voir comment ce secteur en développement, ça me fatigue de dire sous-développé, mais c'est bien vrai qu'il est sous-développé, mais disons, soyons optimistes, qu'il est en développement, pourra s'organiser ou peut d'ores et déjà s'organiser avec les moyens du bord, afin que les gens dans les communautés aient un meilleur accès à toute la production artistique autochtone. Alors, ces deux conversations-là, skateboard, tournant communauté, vont bientôt être accessibles grâce à toi, Alexandre, qui est notre
et qui manipule les patentes, là, hein? Pas moi qui pourrais faire ça. Ah, j'essaie de faire. Je pense que ça va être disponible dans les semaines où est-ce qu'on sera en vacances. Fait qu'en attendant qu'on se repose, mais vous allez pouvoir écouter les conversations qu'il y a eu dans ces causeries-là. Alors, fantastique. Ce sera donc rendu public. Et encore une fois, merci à la Maison du développement durable. Je parlais de la clôture aussi. C'était à la Grande Bibliothèque. La Grande Bibliothèque qui est un partenaire de longue date de présence autochtone. Cette année, Panorama Cinéma a publié. Alors ça vaut la peine. Hein? Allez voir panoramacinéma.com, panorama-cinéma.com. C'est une revue de cinéma en ligne et qui a consacré un numéro au cinéma autochtone à l'occasion justement du 32e Festival international Présence autochtone, qui a un important volet film et vidéo. Alors, il y a de très bons textes, entre autres celui d'Alexandre Nequado et celui d'André Dudemaine. Alors, oui, il y a plusieurs contributions autochtones, Nicolas Renaud notamment, entrevues avec Kim Obom-Sawin, avec Isabelle Saint-Amand. C'est passionnant, ce numéro. Et c'est intéressant parce que souvent, les revues cinéphiliques ou d'analyse fine du cinéma ont souvent boudé la section cinéma de présence autochtone ou regardé d'un peu haut pour les rares qui s'y sont intéressés, faisant un survol, ce qui était très bien déjà, mais faisant un simple survol. Alors que là, il y a vraiment, dans les critiques de la revue, différentes productions présentées pendant le festival qui sont analysées, critiquées, décortiquées dans une perspective d'un regard spécialisé sur le cinéma comme forme artistique. Alors, c'est vraiment une percée majeure. Et je le mentionnais parce que dans le texte que j'ai écrit, je fais mention du jeu d'échecs qu'on voit derrière moi là, sous cloche, du jeu d'échecs où on a dans les pièces qui sont chaque bord du jeu d'échecs, la spiritualité chrétienne d'un côté, puis la spiritualité autochtone de l'autre. Et ce jeu d'échecs-là avait été créé il y a des années de ça, 2004, si ma mémoire est bonne, pour une exposition qu'on avait eue à la bibliothèque Saint-Sulpice, parce que la grande bibliothèque n'était pas encore créée. Donc, Bibliothèque et Archives nationales, ça remonte à loin, notre collaboration, et ça s'est poursuivi et ça se poursuit avec la grande bibliothèque où on a eu des activités, des projections et la soirée de clôture, notamment cette année. Alors, c'est un autre partenaire important. Il faudrait mentionner la Guilde aussi. Il y a encore 2 œuvres qu'on a amenées là de Christine Siwi-Wawanoluat, qui sont encore visibles là, à la Guilde canadienne des métiers d'art dans un ensemble collectif sur le papier. Alors, on invite les gens à aller jeter un coup d'œil. La Guilde, ça date du siècle dernier, les collaborations que le festival a avec eux. Donc, c'est formidable. Et puis, parlant de Christine, ma foi, on a commencé... ça n'a pas été aussi vite qu'on l'aurait souhaité. Il y a des coups de fouet qui se sont perdus. Ça n'a pas été aussi vite, mais on a commencé un renouvellement de la scénographie de présence autochtone sur la place des festivals.
Et là, la place des festivals, on a une collaboration magnifique avec le partenariat du quartier des spectacles. Le partenariat du quartier des spectacles, c'est un organisme, pourrait dire, para-urbain ou para-municipal. Il y a un conseil élu avec différents intervenants culturels, des résidents, des entreprises du dit quartier des spectacles et des représentants de la ville et qui gèrent les espaces publics. Et cette année, il y a des équipements mutualisés, accessibles à tous les festivals qui ont été rendus possibles. Notamment, par exemple, les très super performants panneaux d'exposition qu'on avait sur rue Sainte-Catherine avec des œuvres électroniques de Buffy Sainte-Marie. Ceux qui sont venus plus, ça a été long là, à démarrer. On ne l'a pas eu les 2 premiers jours, c'était pas là. Alors, il y en a qui pensaient que peut-être que Buffy donnait dans le minimalisme, carré noir sur fond noir, mais non, c'était quelques retards là, dans la mise en place de l'expo, mais une fois qu'elle était là, que c'était magnifique. Le soir avec... Alors, ça, ces panneaux, ça vient du spéculaire. Il y a plein d'autres installations qu'on a qui seraient trop longues à mentionner ici, mais la collaboration est vraiment superbe. Et puis, bien sûr, la ville qui est là, qui nous donne les autorisations d'utiliser la... Alors, les gens auront sans doute remarqué surtout le capteur de rêve au-dessus de la scène, qui est une belle pièce, qui a été celle-là livrée à temps et à peu près correctement. Alors, ça, on s'en félicite et bon, il y aura encore des choses à considérer de notre côté parce qu'on veut faire encore plus et encore mieux pour rendre le site toujours, qui garde sa magie et que l'enchantement du festivalier soit toujours à son maximum en entrant sur la place des festivals. Quand on est arrivé là, on a été le premier, Terres en Vue, Présence autochtone, à miser sur le design d'installation. Et j'avais dit à l'époque, quand on demandait la permission d'atterrir sur la place des festivals, j'avais dit, on ne vient pas occuper la place, on vient l'épouser. On vient l'épouser. En effet, c'est un parcours et une plongée dans l'univers des Premières Nations. Et c'est là qu'on a retrouvé, par exemple, des sculpteurs inuits, Archéo-Québec avec sa tente d'archéologie, les films du Wapikoni qu'on a mis dans notre allégorie de Maison Longue. Alors, autant de partenaires importants qu'on retrouvait sur place. Et bien sûr, la scène, qui est la scène québécoise, notre commanditaire majeur. Et ça a été le lieu de plusieurs moments mémorables. Moi, j'ai une affection particulière, évidemment, pour la pièce Outeille, puisque c'est nouveau pour nous. L'an dernier, on a commencé avec la pièce Notre chimique, là d'où on vient, de Véronique Basile-Hébert, qui avait été un beau succès, et c'était un peu un pari d'installer des fauteuils sur la place des festivals. Et là, haute parenthèse, merci à Juste pour rire. C'est Juste pour rire qui nous amène ces fauteuils. Et ça nous permet d'avoir à ce moment-là un vrai théâtre, quoi, dans cet espace public. Et on avait mis cette année 500 sièges pour Outeille et au maire Saint-Onge a remarquablement performé. C'est lui qui est l'auteur et l'interprète du texte autobiographique. La mise en scène est de Xavier Huard, une production de Menwen Takwan. Et il y avait 500 fauteuils dont on disposait. Et on aurait dû en demander plus parce qu'il y avait du monde debout.
Donc, ça a été vraiment un succès magnifique. Et là aussi, ça représentait un défi supplémentaire dans la mesure où c'est un texte assez intime où Homère relate son parcours de survivant. Et donc, c'est là survécu aussi son passage dans un pensionnat autochtone. Et donc, quelque chose qu'on pense qui devrait demeurer plutôt dans un cadre intime. Et là, on lui a donné un cadre assez monumental. Et c'est intéressant. Homère était d'accord. Il dit sur le fait que c'est pas seulement une histoire personnelle, c'est vraiment l'histoire avec un grand H qui est racontée là parce que c'est un moment douloureux. Alors, on voit tous les gens qui ont participé sur scène, Réal Junior Leblanc et Michel Poulain, qui ont fait l'habillage visuel, et puis Xavier Huard, le metteur en scène, avec Homère, sa compagne qui est venue faire un chant à la fin. Alors, voilà des moments formidables. Et puis, bien sûr, on a Cédalia Fadio qui nous accompagne toujours et qui a terminé ce moment par une ronde. Et c'est intéressant, d'une part parce que ça l'a permis de faire ranger des chaises par les festivaliers eux-mêmes. L'équipe technique était bien contente. Et ça l'a permis de faire une ronde de réconciliation. Donc, une tradition autochtone encore qui a permis de clore ce moment qui était quand même un peu douloureux, même si l'espoir renaît à la toute fin. Et donc, d'en faire un moment de guérison collective. Ça a été vraiment magnifique. Alors, moi, je pourrais dire que ça a été mon coup de cœur cette année. Mais là, il y en a eu plein de trucs magnifiques. Vincent Carelli, un être formidable, là, c'est un Brésilien qui, à l'âge de 14-15 ans, drop out de l'école, fuit sa famille, s'en va dans une communauté autochtone où il est recueilli. Et à l'âge adulte, qui se sent en dette justement vis-à-vis ceux qui avait pris soin de lui dans son adolescence, a créé d'abord le centre de travail indigéniste de Sao Paulo qui s'est transformé en Vidéo nas Aldeias, vidéo dans les communautés. Et l'idée, c'était d'amener des caméras vidéo dans les communautés autochtones du Brésil. Mais là, on n'est pas avec le Wapikoni en 2007, très formidable, le Wapikoni, mais je veux dire, au Québec, par rapport au Brésil, on était très tardif dans cette initiative qui date des années 85 où des caméras ayant été amenées dans une communauté isolée du Brésil, il y a eu des Indiens, oui, des indigènes qui, pour la première fois, ont vu des images animées de leur vie, mais c'était des images qu'eux-mêmes avaient tournées sur leur propre tradition. Parce qu'à l'époque, le satellite amenant la télévision en Amazonie, dans tout le grand bassin amazonien, n'était pas encore en fonction. Alors, c'était vraiment... Et il y a donc... pour Vidéo nas Aldeias, toutes ces initiatives, Vincent a reçu un prix d'accomplissement historique exceptionnel. C'est comme ça qu'on a traduit Life Achievement Award. Hein. On n'a pas traduit ça par l'achèvement de la vie quand même. Et donc, mais certainement, oui, un grand accomplissement d'une vie. Et ça aussi, c'est absolument magnifique de voir comment le courant actuel d'affirmation autochtone que beaucoup de monde découvre aujourd'hui parce qu'enfin, il est plus globalement reconnu. Il y a eu des pionniers, des défricheurs qui ont travaillé depuis longtemps. Et là-dessus, je pense que présence autochtone, on peut
se flatter un peu la bédaine, puis se pâter les bretelles, parce qu'on a été de ceux-là aussi. Alors, voilà, donc un beau festival sur la scène québécoise, des concerts magnifiques. Écoute, Mika Montane qui est revenu, et pour une fois, il n'y a pas plu. Alors, j'avais dit à Joël Robillard, cette année, on va faire affaire à un redresseur de sort, parce qu'il semblait qu'il y avait un mauvais sort qui affectait ce spectacle-là. Toutes les fois qu'on l'avait, c'était le moment où il pleuvait sur la place des festivals. Alors cette année, non, effectivement, notre opérateur météo a bien fonctionné. Il y a eu une légère pluie dans l'après-midi et le spectacle magnifique a pu se dérouler toute la soirée. Alors, occasion de saluer les gens de musique. Les gens de... C'était drôle, là, c'est ça. On disait que dans le fond, il y avait une grosse orage durant l'après-midi. Puis, dans le fond, on a entendu 4 gros tonnerres, 4 gros tonnerres, puis on disait, je pense, que c'est les quatre directions qui ont été annoncées. Fait qu'après ça, tout a bien été, parce qu'on avait la grosse pluie en après-midi. Pendant qu'on faisait le podcast, d'ailleurs, quand on était dans le backstage en train de faire des émissions, on a été frappé par la pluie, puis tout le monde était dans l'équipe, était tout mouillé, tout trempe quand on est sorti. Là. C'était la soirée où il y avait le Nigamoudan qui chantait en soirée. Là. Oui, et voilà, c'était bien calculé. C'était pendant que nous étions à l'abri que la pluie est tombée et le reste de l'équipe était mouillé, mais toi et moi, on était bien au sec. Alors, tout bien calculé. Les 4 coups pour 4 directions ont annoncé un spectacle magnifique qui a eu lieu. Puis bien sûr, écoute, il faudrait parler longuement, nouveau disque de Mathieu, la conviction de Digging Roots là, dans leur chant, leur musique, c'est vraiment extraordinaire. La visite des Calignas de Guyane française, c'est loin, ça, c'est pas évident. Ils sont venus avec leur grand tambour, leur chant. On a pu les avoir sur la place durant le jour et sur la scène québécoise le soir. On a eu le cirque tout pic, ma foi, et puis j'en oublie, là, Béatrice Dire, toujours aussi magnifique. Puis cette anecdote qu'on a recueillie en l'interviewant, Léonard Somner, qui était là sur la scène québécoise, qui nous a raconté que sa vocation d'auteur, compositeur, interprète, c'est ta présence autochtone qu'il l'a découvert parce qu'avant, il s'intéressait plus au journalisme, aux communications, et c'est à ce titre-là qu'il était venu à un festival il y a une dizaine d'années. Et quand il a vu Shawit sur scène, il a dit voilà ce que je veux être, quelqu'un qui redécouvre sa langue, redécouvre sa culture et la fait partager avec force et s'en fait porteur, et donc qui, en se réenracinant, donne l'exemple aux jeunes de maintenir la flamme. Alors, c'était à la fois un beau concert et un magnifique témoignage. Alors, toi, Alexandre, y a-t-il des choses qui t'ont plus particulièrement frappé dans le festival? Ben, je pense que c'est ça, c'est le skateboard. Initialement, je me rappelle quand Pagette nous avait pitché ça cet automne. Puis là, il disait genre, les skateboards, ça rassemble des jeunes, tout le monde sont intéressés par ça. Puis moi, dans ma tête, dans mes souvenirs, je me disais, je me rappelle la première fois qu'il y a eu un patch d'asphalte à Manoine, c'était au milieu des années 90. Puis tout le monde, tous les jeunes ont commencé à sortir leur patin à roues aligné, puis le monde faisait le tour dans le parking. En fait, c'est un parking qu'on a eu comme le premier bout asphalté, c'est un parking.
Puis je voyais déjà loin pourquoi on aurait des skateboards, mettons, en Manoine. Parce que même si maintenant que mon village est asphalté dans l'intérieur du village, reste que nous autres, durant l'hiver, on n'utilise pas de sel pour, mettons, étendre la neige, en fait, durant l'hiver. Si nous autres, on utilise du sable, c'est beaucoup plus écologique. Fait que durant l'été, tu as plein de sable sur l'asphalte. Fait que c'est très difficile ça pourrait être difficile pour qu'un jeune de faire du rollerblade ou du skateboard. Fait que là-dedans, j'étais incrédule. Puis j'en ai dit à Pagette, est-ce qu'il y a beaucoup d'Autochtones qui font du skate? Il dit, oh oui, c'est toute une communauté. Ils sont où, ces gens-là? Ça fait 12 ans que je suis à Montréal, puis j'en connais pas qui font du skate, puis qui y a comme un groupe qui font du skate. Non, ils sont où? Puis en parallèle, il y avait Andrea Ottawa qui avait son projet de skateboard avec Ruben in the Dark. Puis elle avait sorti une vidéo, un démo, je pense, on avait visionné durant le festival du projet skateboard où est-ce qu'il donnait des ateliers de perlage, de chant, d'instruments aussi. Puis il faisait aussi des ateliers de skateboard. Puis quand j'ai entendu parler de ça, j'ai dit à Andrea qu'on a un projet de skate qui s'en vient cet été, durant le festival. Puis c'est comme ça que on a collaboré ensemble. Puis ils ont amené une dizaine de jeunes de Manoine qui sont venus faire du skate, puis ils ont passé la journée avec nous, puis c'est vraiment le fun. Je pense que c'est l'un des coups de cœur que j'ai. C'est de pouvoir collaborer avec des communautés pour qu'ils puissent venir au festival. Puis j'aimerais ça qu'on en fasse plus dans d'autres communautés aussi, que ce soit, mettons, les Anishinaabe ou les Inuits ou les Micmacs ou les Abenaki. Je pense que c'est ça que je voudrais le plus. Sinon, mon petit coup de cœur au niveau podcast, c'était avec l'entrevue avec Alexandre Etier. C'est super intéressant. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait en sorte que je prends un moment pour aller voir le show. Puis j'ai hâte de voir le show de Forest Alley. Puis Mathieu aussi, c'était vraiment drôle parce que ça fait 10 minutes que vous parlez ensemble, que vous discutez. Puis là, Mathieu réalise qu'il était en direct pendant ce temps-là parce qu'il y avait quelqu'un qui avait commenté dans le chat. Puis lui, il savait pas que c'était en direct parce qu'il pensait que j'étais préenregistré, mais moi, je ne m'attendais pas à ça, à voir sa réaction. C'était vraiment très drôle. Oui, effectivement, c'était drôlement bien tous ces podcasts pendant le festival avec les artistes qui étaient là. Hein. On a eu aussi Gwendolyn Cates qui nous a parlé que elle a arrêté de faire la une du Rolling Stones magazine pour se consacrer, parce qu'elle était photographe, pour se consacrer à des documentaires sur les causes autochtones. Et on avait Power of the Lands, film magnifique. Non, dans son cas, c'était We Are Unarmed. Power of the Lands aussi, c'est un film magnifique. Les deux, d'ailleurs, portaient sur des combats pour la sauvegarde du territoire et de l'environnement. Et les deux passaient par Standing Rock. Alors, le film de Gwendolyn portait spécifiquement sur cette bataille contre le Lakota Pipeline. Il appelait ça Lakota Pipeline. Quand même, quel culot. Et alors que l'autre film qui s'est mérité un grand prix, qui est de Ivy Camille Menebids Tso. J'ai réussi à le dire, une réalisatrice Navarro qui, elle, s'est promenée partout dans le monde pour voir que les mêmes multinationales qui ont affecté la Black Mesa puis le pays Navarro se sont retrouvés ailleurs à chercher à s'accaparer, puis par des moyens pas toujours très élégants, de moins qu'on puisse dire, des territoires d'une ou d'une autre Première Nation. Alors, elle s'est promenée avec sa caméra et partout, elle a montré comment c'est des leaders féminins, souvent des femmes qui sont à l'avant-garde de ces combats. Alors, c'est ça aussi
le fait qu'on remette des prix, que APTN soit toujours avec nous. Hein. Là, c'est Wildwood qui a eu le prix APTN. Un film fait avec beaucoup de conviction sur une histoire d'amour entre deux hommes autochtones et une histoire d'amour qui finit bien, ce qui n'est pas toujours le cas dans la vie, mais au cinéma, ce qui est, maintenant on n'ose plus terminer l'amour en beauté, alors que là, oui. Alors ça a été récompensé par le prix APTN et puis le prix, alors il faut aller voir là, le palmarès, c'est magnifique. Et puis, là encore une fois, des partenaires de longue date, Mainfilm, le prix de la relève, et puis des partenaires plus récents, Espace autochtone Radio-Canada pour le meilleur cours canadien, les Trillions, Benoît Noyer, un entrepreneur autochtone qui met une bourse pour des artistes de la relève en art contemporain. Et puis le prix Dioud, celui-là, ben, ma foi, c'est le prix mystère et le prix surprise pour l'audace dans les initiatives culturelles ou artistiques qui, lui aussi, vient avec une bourse et qui sera remis chaque année maintenant. Et puis, le très, très beau film bolivien, là, El Gran Movimiento, qui s'est mérité le... Ah, d'ailleurs, c'est deux films boliviens qui se sont mérités des prix artistiques cette année. Il faut dire que c'était les deux longs-métrages magnifiques, là, Outamar et El Gran Movimiento. D'ailleurs, El Gran Movimiento était en compétition au Festival de Venise. Alors, c'est pour dire, là, pour ceux qui pensent que c'est des films secondaires, là, moins intéressants pour ma présence autochtone, de regarder la liste, d'en avoir qui est à Venise, qui était à plein d'autres festivals internationaux, à Sundance. C'est un festival de très haut niveau. Et voilà, je le mentionnais, Panorama Cinéma le reconnaît. Et on pense, maintenant, je pense qu'on peut dire que la seule véritable revue de cinéma sérieuse au Québec, c'est Panorama Cinéma. Hein, puisque les autres, on ne les nommera pas là, mais on ne fera pas d'annonce, mais ils n'y étaient pas. Alors, voilà. Et puis, bien sûr, on peut toujours... On est content de tous les partenariats, mais surtout aussi les gouvernements, là, il faut dire, il faut reconnaître les différents paliers de décision, que ce soit l'Assemblée municipale, l'Assemblée nationale, le Parlement Ottawa, partout, les grandes institutions démocratiques considèrent le développement culturel comme faisant partie essentielle de la vie de leurs commettants et investissent, mettent des ressources, des énergies et enfin, partout existent maintenant des programmes autochtones auxquels on a accès et qui sont d'un aide considérable pour faire ce que l'on fait. Et donc, il faut saluer les conseils des arts qui ont Canada, le CALC au Québec, le CAM à Montréal, qui ont tous une préoccupation particulière maintenant pour l'art autochtone, en sachant que c'est un secteur particulier qui a ses propres lois, j'oserais dire, sa propre façon d'être au monde qui correspond pas toujours aux visées plus larges des populations majoritaires. Donc, c'est important de créer ces programmes-là. Ils existent enfin. Et puis, bien sûr, tous les ministères, culture et communication, patrimoine canadien,
métropole et j'en passe. Alors donc, tous ces aides-là sont précieuses et importantes. Je souligne particulièrement le fait que la Ville de Montréal, maintenant, a fait passer présence autochtone dans la catégorie grand événement. Hein. Alors, on est sur la place des festivals au même titre, si on parle de la Ville de Montréal, que jazz, francophonie, mode et design. Les autres grands événements qui sont là, on est considéré comme étant de cette catégorie. Il y a encore un effort à faire à d'autres paliers, notamment, je dois dire, patrimoine canadien. Formidable patrimoine canadien. Écoute, j'ai croisé pendant le festival José Normandin en 93, si ma mémoire est bonne. Ça a été le premier appui financier qu'on a eu. C'est venu, là je ne parle pas des shows bénéfices que les artistes autochtones ont fait pour que les premiers festivals ont pu avoir lieu. Mais là, ça a été vraiment le premier appui officiel qu'on a eu. Puis c'est elle qui était fonctionnaire, analyste à Patrimoine canadien, qui était venue dans nos bureaux et qui s'était engueulée avec Daniel Corvec terriblement. J'ai dit, bon, c'est fini, la porte est fermée, c'est sûr. Les deux s'étaient criés après, c'était terrible. Et pourtant, après réflexion et analyse, oui, on a eu, donc, on salue Patrimoine canadien comme notre plus ancien appui, mais étant plus ancien, peut-être qu'il tarde un peu là, à se moderniser et à se rendre compte de ce que le festival est devenu. Puis José Normandin, aujourd'hui, est à la retraite. Donc, ceux qui sont en poste aujourd'hui doivent peut-être s'ouvrir un peu plus les yeux et les oreilles pour accorder un financement conséquent à l'importance de présence autochtone et au discours. Hein, parce que c'est bien beau d'avoir des Autochtones dans des positions de prestige. Ça fait joli dans le décor à Ottawa, mais c'est sur le terrain qu'il faut que les choses changent, pas juste dans la représentation et dans les relations publiques. Alors, mais on a été contents quand même. Marc Miller est venu nous voir, puis il a passé un bon bout de temps, il a parlé à tout le monde, il a pris le temps. Alors ça, c'est formidable parce que le ministre le plus concerné, qui est à la fois un député de la région montréalaise, d'une part, et puis d'autre part, qui est responsable des services aux Autochtones et qui est très sensible. Il a appris le Mohawk est très sensible aux données culturelles autochtones. Est venu puis a passé une bonne heure sur la place des festivals à rencontrer tout le monde, à voir comment ça se passait. Alors quand même, là, on a beau avoir des sujets où on n'est pas complètement satisfait, on voit quand même que les choses avancent et qu'il y a des gens qui sont capables de voir tout le progrès qui est accompli dans les avancées culturelles et notamment à présence autochtone. Alors ça, c'est assez formidable. Bien sûr, sur le plan international, il y a toujours Rigoberta Menchú, la Fondation Rigoberta Menchú, qui donne un prix chaque année. C'est extraordinaire. On a le musée McCord, hein, où on a eu un brunch, rencontre, amitié pendant le festival. C'est le défilé de l'amitié de Nuestra Americana, enfin l'amitié de Nuestra Americana, qui est une grande fête. Le show de l'amitié. Sur la place des festivals, oui, le show de l'amitié. Mais avant, il y a l'Amitié Nuestra Americana, qui est une association montréalaise regroupant des groupes chorégraphiques, surtout chorégraphiques, qui maintiennent vivantes à Montréal les traditions des nombreux pays d'immigration plus ou moins anciennes, plus ou moins récentes, et qui les regroupe et qui a des activités à l'année longue, mais qui a une grande fête durant l'été. Et cette fête-là est un peu en deux parties. Il y a d'abord un défilé
que la médecine Nuestra Americana organise sur la rue Sainte-Catherine. Et ils arrivent sur place des festivals et là, on les accueille. C'est les Autochtones comme première société d'accueil qui les reçoit. Et là, on prête la scène québécoise pour une série de prestations où justement les Autochtones de Montréal saluent toute cette richesse qui nous est arrivée par la diversité et qui recrée un peu l'univers primordial selon l'île de la Tortue, selon la tradition des Noshoni, qui est propre à ce territoire. C'est ici que, sur une île, qu'une femme tombée du ciel a créé le monde habitable. Et ses enfants et ses petits-enfants sont l'humanité entière. Et donc, c'est un peu une retrouvaille de l'humanité, donc un rappel un certain rituel de rappel du moment mythique de la création. Et en se découvrant enfant d'Atlantique, c'est le nom de la femme du ciel, ben on se reconnaît comme habitant de ce territoire. Alors, voilà. Alors, je suis sûr que j'oublie plein de monde, mais parce qu'on a tellement de collaborations. C'est formidable. C'est comme ça qu'on a eu cette année, le nouvel ensemble moderne. Forestari, tu as mentionné Forestari tantôt. Le concert qu'on a eu ensemble. Alors, ça, c'est mon deuxième coup de cœur. Tu y as assisté, tu étais là, je t'ai vu au concert. Puis la salle était comble. Alors, il y a des gens que je n'ai pas vus à l'année, c'était là, je ne l'ai même pas remarqué tellement il y avait du monde. L'auditorium de la grande bibliothèque était pleine. Et il y avait deux ensembles classiques, Forestari, qui a travaillé avec André Lévesque-Sioui, une Wendat, une autrice et une poète qui a lu et interprété en accompagnement des 12 guitares de Forestari. C'était absolument des moments extraordinaires. Et puis la création première mondiale de Ouyesh, quelque part, une œuvre de Tim Bradé, un compositeur canadien, qui met en musique des poèmes de Joséphine Bacon et chanté par Diantha Moons. Quelle découverte, une soprano Inuk qui a repris, et c'est une autre langue, une autre culture, qui a découvert, dans le fond, le monde Innu au travers la poésie de Joséphine et qui l'a rendu de façon magnifique dans son chant avec Lorraine Vaillancourt qui dirigeait le Nouvel Ensemble moderne. C'était un moment extraordinaire. Et là, je vous dis, soyez attentifs, Ouyesh, je pense, va être bientôt repris par le Nouvel Ensemble moderne. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de monde là, qui s'en veut. Là. Ils l'ont entendu parler, ils ont dit c'est terrible, on l'a manqué. Vous mériteriez que ça ne revienne pas pour l'avoir manqué, mais comme la salle était comme peut-être que vous êtes arrivé, on vous donne le bénéfice du doute et on se dit sans doute vous allez vous l'acheter des billets puis il n'en restait plus. Eh bien, bientôt, je sais que le NEM va annoncer une autre présentation. Mais ça viendra, restez à l'affût. On vous l'annoncera dès que les billets seront en vente. Et puis d'ailleurs, il y en a qui disent on a manqué des films. Ben oui, il fallait venir au cinéma du musée. Mais là aussi, il y aura peut-être des rattrapages possibles. On vous l'annoncera en temps et lieu. On est en train de regarder avec une plateforme. Je ne vous dis pas laquelle encore, mais avec une, parce que ce n'est pas encore définitivement conclu et arrêté, la possibilité d'avoir plusieurs des productions, et notamment les productions gagnantes
du festival cette année, d'autres festivals là, des 2 dernières années, s'il n'y aurait pas moyen de les rendre accessibles à un plus vaste auditoire maintenant qu'ils sont auréolés du prestige des prix. Alors, restez à l'affût, ça aussi. Et puis là, je vous dis, là, il faut aller le voir aussi. Et là, c'est demain, c'est pas trop compliqué. C'est Mike Paul qui va être demain midi sur la place des festivals. Que dis-je? Excuse-moi. Non, hein? Comment ça s'appelle? Me crie de partout, Jardin Gamelin. Alors, les Jardins Gamelin ont des concerts midi et tout le mois d'août, en collaboration avec nous, c'était des artistes des Premières Nations qui étaient là. Et là, demain, Mike Paul, formidable, qui sera là. Et on le sait, avec le nouvel aménagement, les Jardins Gamelin sont rendus un endroit fort accueillant. Et puis, on a eu là notre soirée de clôture avec Akawi puis Violent Ground. On a pu découvrir comment là, il y avait de la bonne poutine et des bons hot dogs. Alors, donc, en plus de la bonne musique, on peut avoir de la bouffe rapide, mais quand même bien agréable à consommer. Donc, demain midi, Jardin Gamelin. Voilà qui fait presque le tour. Est-ce que tu aurais d'autres choses, toi, à rajouter à propos du post-mortem du festival? Ben, pour moi, ça c'est pas mal fini. Ce qui était le fun durant le festival cette année, c'est je pense qu'on a vraiment assuré une meilleure présence dans les réseaux sociaux, comme les podcasts. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de visionnement durant le festival, et que le monde était plus au courant de ce qui s'en venait. J'imagine qu'on va reprendre la même formule pour l'an prochain, qu'on en fasse plus aussi, qu'on puisse donner la chance à tous les artistes d'être connus, d'être au moins de pouvoir les introduire avant qu'ils performent sur scène. Je pense que j'ai vu une différence là-dessus au niveau du visionnement. Oui, puis je pense qu'il faut saluer aussi Xavier Watso, qui était l'autre sur la place des festivals, qui est un TikToker enragé. Et quand je dis enragé, c'est pas qu'il y a de mauvaise humeur, il y a de très bonne humeur, mais parce qu'il y met beaucoup d'âme et de passion. Et donc, ça l'a sûrement permis une circulation de l'information et surtout de l'âme vibrante du festival au travers des réseaux sociaux, sur TikTok, YouTube et tout, puis avoir nos invités en podcast. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé parce que souvent, les invités, on les voit trop courtement, on n'a pas toujours le temps. De soir, on est fatigué, on n'a pas le temps d'aller manger avec eux, puis des fois, on se contente. On les voit trop courtement. Voilà, on leur serre la main, merci d'être venu, bonjour. Et là, ben, on pouvait prendre, c'était l'occasion à la fois de partager avec un plus vaste public et d'avoir de bons moments d'échange en direct avec les invités qui ont beaucoup apprécié aussi visiblement. Et puis c'est tout disponible, c'est formidable, c'est des choses qu'on pourra entendre et réentendre. Et puis, ça va bien, Alexandre va l'annoncer bientôt, on va mettre les 2 conversations qu'on a eues à la Maison du développement durable, là, tournée de production artistique en communauté autochtone, skateboard, roulis roulants et développement communautaire. Ça va être les prochains podcasts, ça va être ça. Ça va être ceux, encore une fois, qui avaient mal aux pieds cette journée-là, qui n'ont pas pu se rendre à la Maison du développement durable pour rencontrer en direct les panélistes. Ben, voilà l'opportunité qui va bientôt vous être donnée, merci Terres en vue, d'entendre ces importants échanges et qui donnent plein de clés
pour des avancées intéressantes vers un meilleur avenir pour les Premières Nations dans des secteurs précis, mais des secteurs qui... Il n'y a pas de petits gestes, hein. Il y a seulement de grands élans et on peut le constater quand on voit des gens comme Naomi Klein, André Ottawa, Xavier Huard, Sébastien de l'OSM ou le directeur d'Ondinoc. Dave Jenis. Dave Jenis, oui, notre ami Dave Jenis. C'est des gens impliqués qui croient à ce qu'ils font et qui ont des propos nourris d'expériences concrètes sur le terrain et d'expériences nouvelles, hein, parce que ce pas des choses qui sont beaucoup faites, ce sont des pionniers dans le genre. Faut écouter et ça nourrit énormément la réflexion pour d'autres initiatives futures. Comment on dit bon anniversaire en Atikamekw? Miro Tibishka. Miro Tibishka. Miro Tibishka. Alanis Obam Sawin. Bonne fête. Happy birthday. Miro Tibishka. Alanis, on t'aime. Si le festival Présence autochtone existe, c'est aussi grâce à toi qui a monté sur scène en 91 pour qu'on existe et qui était encore là avec deux films magnifiques en 2022. Tu as été notre marraine depuis tout ce temps et on sait qu'on a encore au moins 2 décennies avec toi. Merci. Miigwech, Alanis Pro Tibishka. Je pense que je pourrais faire les petites annonces aussi pour le podcast de ce qui s'en vient. Comme je vois que ça fait peut-être 70 épisodes qu'on fait maintenant les podcasts avec à travers notre page Facebook. Mais là, on est rendu, est-ce qu'on peut maintenant les diffuser, les balados en podcast dans les différentes plateformes comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'image, hein? Non, c'est juste l'audio. Ah, parfait. Puis, vu qu'on voulait un peu se distancer de Présence autochtone, du festival Présence autochtone, du podcast, on a décidé de choisir un autre nom qui, André avait trouvé le nom Rue à Dadagen. Je ne sais pas si tu peux un peu expliquer la raison pourquoi ça s'appelle Rue à Dadagen comme podcast. Ben, on le sait, Terres en vue, le nom évoque une reconquête territoriale et notamment sur l'île de Montréal par le festival, l'occupation de lieux publics de prestige. Et puis, bien sûr, une des avancées qu'il y a eu récemment, c'est la commission de toponymie de la ville de Montréal qui a enfin, formidable, bravo, accepté de changer le nom d'une rue qui portait le toponyme, comme toponyme, le nom de personnage assez peu glorieux. Alors là, maintenant, ça s'appelle rue Adadigan. Et Adadigan, en mohawk, ça veut dire frère et sœur, hein? Alors, c'est une notion de famille. Et il y a un mot qui signifie frère et sœur, hein, qui n'est pas genré. Alors, c'est assez magnifique. Et donc, plutôt que d'imposer le nom d'une personne, les aînés mohawks qui ont été consultés ont voulu donner un nom qui évoque le rassemblement et l'amitié. Alors, voilà le pourquoi. Et ça, c'est le nom de la rue maintenant. Et on se félicite de la chose. Et on imagine que nous sommes en train de se rassembler
sur la rue Adadegen, qui est un lieu de rencontre. Et c'est le nom qu'on a donné à notre podcast. Et j'aime bien y voir à côté la tête du chef urbain, hein, qui évoque aussi à la fois la pérennité des cultures autochtones et l'actualité dans la ville d'aujourd'hui, de la continuité des cultures de nos nations. Fait que, dans le fond, au lieu de dépenser beaucoup de données sur en vidéo de ce podcast, sur notre page Facebook, vous pouvez maintenant écouter en audio sur les différentes plateformes qui vous conviennent, que ce soit Apple Podcast ou Google Podcast, mais moi j'aime bien Spotify. On a 31, ça commence avec 31 épisodes, mais je vais voir si on peut rajouter les épisodes les plus récents. Mais si jamais vous cherchez notre podcast puis vous cherchez sur notre Spotify, faites une recherche sur Rue Adadegen, puis vous allez pouvoir nous trouver puis avoir tous les épisodes qui vont être diffusés à partir de ces plateformes-là. Et c'est une bonne façon de se rappeler le nom Rue Adadegen, hein, puisque on y revient pour le podcast. Mais s'il y en a qui veulent avoir nos jolis visages souriants, est-ce qu'ils peuvent aller sur Facebook ou sur une autre plateforme pour avoir aussi le visuel? Ouais, d'après moi, on peut le faire aussi sur YouTube si on veut. Mais on a déjà les vidéos originaux, mais essentiellement, on est toujours sur Facebook. Fait que si vous voulez nous regarder, venez voir notre page Facebook de Présence autochtone, mais j'imagine que maintenant, ça va changer pour la rue Adadegen, pour un playlist qu'on va mettre sur la page Facebook. Si vous voulez avoir, on peut le mettre aussi disponible sur YouTube. Il faudrait qu'on discute de ça. Je pense qu'on en avait parlé, mais on n'a pas complété la discussion là-dessus. Alors, tout ça pour dire qu'il y a encore du travail à faire et il y a encore des annonces qui viendront aussi sur les activités de Terre en Vue parce que même si on s'en va en vacances, on laisse dans le four à très bas degré le temps qu'on est en vacances plein de projets qui devraient être arriver au bien cuit pour être servi dès notre retour. Alors, à la mi-septembre, on sera là. Et d'ici là, on va essayer de se reposer, mais en se reposant, on va encore, je pense, voir ce qui a moins bien marché puis qu'on va vouloir mieux faire marcher, le site web notamment. Alors là, on doit dire qu'on a fait tous nos efforts. Nous aussi, on a sacré. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus sur le site qui ont dit « maudit, ça ne marche pas ». Nous autres aussi, on a dit des gros mots. Et là, à force de gros mots, là, on commence à tordre un peu, à serrer des vis aussi pour que la chose soit livrée comme elle aurait dû l'être et qu'on ait un site fonctionnel. Et là, c'est une promesse qu'on fait pour 2023. Il y aura un vrai site qui va bien marcher. Je vous assure. Voilà, merci. Fait que j'imagine que ça complète notre podcast. C'est bon, fait que on se revoit dans quelques semaines, puis après les causeries, on va essayer de concocter un genre de c'est quoi vos favoris, nos podcasts favoris, mettons, de l'année. Fait qu'on va pouvoir vous aider un peu vers une petite liste, c'est quoi vous devez écouter, quels sont les podcasts intéressants à écouter, parce qu'on est quand même rendu dans 70 épisodes, puis ça représente 70 heures de discussion. Fait que on va vous aider un petit peu pour vers la mi-septembre, quand est-ce qu'on va. C'est quoi les suggestions nos coups de cœur à nous. Fait que c'est ça. Bigwatz, merci d'être avec nous. On se voit dans quelques semaines. Matsaship.